Business Model. Derrière chaque prise de décision, des femmes et des hommes confrontés à des choix de chaque instant. Ce podcast vous éclaire sur les trajectoires d'ETI inspirantes et de leurs dirigeants. Business Model, présenté par Objectif ETI, est animé par Alexis Ferbeuf en partenariat avec l'Entertainment Lab. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Frédéric Coirier, qui est le PDG de Poujoula et coprésident du METI. Bonjour Frédéric. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de Business Model. Business Model, c'est un podcast qui est proposé par RSM et Objectif ETI. Et l'idée, pour ceux qui nous rejoignent, c'est vraiment de se mettre dans la basket des dirigeants, dans les baskets des dirigeants et de comment ils développent leur ETI, leur entreprise. Tout d'abord, Frédéric, votre parcours. Pourquoi Poujoula ? Pourquoi vous ? Et vous êtes à la tête de cette entreprise depuis plus de 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, moi, j'ai fait des études de commerce en France, en Allemagne. Mon père, en fait, avait racheté Poujoula dans les années 70. S'est posé la question, à la fin des années 90, de la suite. Est-ce que l'entreprise allait être vendue ou transmise ? La première étude, c'était de la vente. Et puis, je me suis intéressé à l'entreprise. Et lors d'un parcours, en fait, de rencontre d'investisseurs, on s'est rendu compte avec mon père qu'il valait mieux garder l'entreprise dans la famille, finalement. Parce qu'elle avait des caractéristiques de long terme, parce qu'elle était un peu spéciale. Et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé, que j'ai fait mes études aussi un peu en fonction, que j'ai fait des stages en Allemagne, aux États-Unis, j'ai fait une coopération. Bon, avec l'objectif, finalement, de pouvoir un jour peut-être prétendre à reprendre sa direction, avec les équipes qui étaient en place, avec l'organisation qui avait été construite par mon père. Donc, voilà, donc j'ai fait mes études et mes choix professionnels un peu en fonction aussi de l'entreprise. Et c'est ce qui m'a amené à un moment donné à y rentrer en 1999 et d'en prendre la direction 3 ans après en avoir défini le plan stratégique, à valider avec mes équipes qui étaient déjà autour de mon père à l'époque. Donc on a conservé le cœur de ce qui avait été construit pour le projeter dans un nouvel univers d'une certaine façon. D'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez déjà préparé dans ce secteur énergétique avec l'Allemagne, les US. Il y avait aussi déjà un travail préparatoire. Oui, puisqu'en fait, j'avais travaillé avec d'autres acteurs de l'écosystème, donc le chaudiériste, Viessmann pour ne pas le citer. Aux États-Unis, j'ai travaillé avec des entreprises industrielles, alors qui n'étaient pas forcément du secteur de Poujoula, mais l'idée, c'était surtout de compléter le parcours et de ne pas rentrer dans l'entreprise sans avoir eu une vie avant. C'est-à-dire que l'idée, c'était quand même d'avoir rencontré d'autres entreprises, vu d'autres univers, pour compléter et finalement apporter à l'entreprise quelque chose de nouveau, d'autres dimensions, puisque on était à l'époque une entreprise relativement française, relativement centrée sur le conduit de cheminée, et on sentait d'ores et déjà qu'il fallait lui apporter des diversifications à la fois d'activités géographiques. Donc ça m'a permis d'acquérir une expérience supplémentaire que je pouvais mettre à disposition de l'entreprise et lui permettre finalement d'avancer plus vite. Alors justement, Business Model, nous on aime bien revenir sur la croissance des entreprises et c'est un challenge sur la France et l'Europe de faire grandir ces boîtes. Comment vous avez vu cette dimension ? Comment on passe justement d'une entreprise familiale à une entreprise avec un peu plus d'échelle et peut-être des grandes étapes que vous aimeriez transmettre par rapport à ça ? Quand on regarde l'histoire de Poujoula, mon père a repris l'entreprise à Monsieur Poujoula, qu'il avait créée. Déjà, il l'a complètement transformée, puisque c'était une entreprise de sous-traitance. Donc on avait, finalement, on fabriquait sur commande des pièces qu'on n'avait pas dessinées nous-mêmes, on n'avait pas de marque. Donc on était très très dépendant d'une clientèle de donneurs d'ordre. Mon père, à ce moment-là, a décidé de la faire entrer dans l'univers du bâtiment, qu'il connaissait bien, en créant des produits, en les vendant à notre marque. Ensuite, on est allé à l'international, on a ouvert par des acquisitions d'autres savoir-faire. Moi, je suis arrivé à la fin des années 90, Poujoula était leader européen, donc avait complètement changé d'échelle, évidemment, tout en restant une PME, puisqu'on est dans une niche. À ce moment-là, on a commencé à ouvrir des possibles, d'abord en investissant beaucoup dans toute la logistique, dans l'informatique, qui à l'époque étaient des choses qui n'étaient pas forcément innées pour l'industrie. On a développé une nouvelle activité dans l'industrie en élargissant notre clientèle vers les entreprises industrielles, vers le traitement des déchets, vers l'environnement. On a ensuite développé une filière de consommables, donc c'est complètement différent de l'équipement avec le bois énergie, granulés, bûches, etc. On développe aujourd'hui de nouvelles activités dans la ventilation. Bref,
de façon régulière, on ouvre des nouvelles opportunités au fur et à mesure que certaines peut-être se diminuent, parce que les marchés ne sont pas linéaires. Et on s'appuie sur nos savoir-faire commerciaux, industriels, innovation, pour ouvrir des nouvelles opportunités de marché et finalement grandir, puisque finalement, en très peu de temps, moi je suis rentré chez Poujoula, on faisait 25-30 millions de chiffre d'affaires, on en fait près de 400 aujourd'hui. L'entreprise, en 20 ans, a été multipliée par 10, elle a créé énormément d'emplois, elle s'est projetée aussi, et elle assure comme ça sa pérennité et son développement. Donc, à vous écouter, c'est une vraie adaptabilité en termes de nouvelles opportunités, d'investir dans des domaines stratégiques, tout ça en restant autonome, ou il a eu besoin de financement, ça a été clé aussi, cette partie financement. Alors, mon père a fait le choix, dans les fins des années 80, d'introduire l'entreprise en bourse. On était tout petit, on faisait 30 millions de chiffre d'affaires de francs à l'époque. Donc c'était la plus petite introduction en bourse. Bon, ça a été un test. La bourse à l'époque était à Nantes. Elle était proche de l'entreprise. On a été ensuite transféré à Paris. Est-ce qu'on le referait aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il l'a fait à l'époque. Ça lui a permis de faire des premières acquisitions, notamment à l'étranger. Le financement, c'est d'abord pour nous l'autofinancement. Donc on réinvestit 80% des résultats de l'entreprise. Le choix, c'est d'avoir un bilan solide, pour se donner du temps, pour être souverain, choisir évidemment voilà. Et finalement, la stabilité est facteur de vitesse. Souvent on dit entreprise stable, pépère, etc. Pas du tout. Le fait de se donner du temps nous permet de faire des choix très audacieux, passer de l'équipement au consommable, de la métallurgie au bois. C'est deux métiers complètement différents, c'est des investissements très élevés. On ne le ferait pas si on n'avait pas le temps. Et le temps, on se le donne en ayant une gestion rigoureuse, en réinvestissant beaucoup les résultats et en ayant une vision de long terme. Je pense que c'est ce qui caractérise d'ailleurs beaucoup les entreprises industrielles et les ETI, c'est finalement d'avoir du temps pour faire des choix audacieux, pour pouvoir pivoter, pour pouvoir faire des changements fondamentaux, alors que d'autres entreprises qui vont être gérées à court terme ne pourront pas justement faire ce type de stratégie. Donc c'est une vraie vision long terme et une consolidation tout en diversifiant qui va permettre de grandir. Exactement. Et donc c'est le cap. Il faut avoir le cap qui voit à la fois court, moyen et long terme. En tout cas, les lignes, il n'y a pas de ligne droite. Il faut avoir une vision de long terme. Faut savoir où on veut arriver. Après, la direction qu'on va définir sera jamais rectiligne. Il y aura forcément des inconnus. L'inattendus. Covid, crise. Enfin bon, quand vous regardez les 5 dernières années, on a été gâtés en découverte en inconnus. Mais les entreprises qui avaient une vraie stratégie sont sorties plus fortes, en fait, parce qu'elles n'ont pas passé leur temps à changer de stratégie, de tactique, en fonction d'événements de court terme. Elles ont gardé leur ligne. Et puis, c'est l'agilité. C'est pas parce qu'on a une vision de long terme, parce qu'on a une stratégie bien définie, qu'on ne peut pas être agile et changer finalement de tactique et de fonctionnement en fonction de l'environnement, en fonction des opportunités qui vont se faire, et puis aussi en fonction des capacités qu'on peut se découvrir dans des périodes difficiles. Et donc d'un point de vue humain, côté leadership et management, qu'est-ce que ça a induit, vous, peut-être dans votre évolution justement de faire monter aussi les effectifs, les équipes? On doit changer en tant que chef d'entreprise, et qu'est-ce que vous avez appris dans tout ça? Le fait est que nous, on est dans un fonctionnement très décentralisé. On a une vingtaine d'entreprises. Dans chaque entreprise, on a un vrai patron, on a des équipes de direction. Souvent, c'est un triptyque. Il y a un dirigeant qui peut être souvent d'ailleurs l'homme du commerce. On va avoir un financier et un industriel. Et ces 3 personnes vont travailler en bonne autonomie sur la base de plans, d'un tableau de bord qui est commun à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité. Donc on a un langage commun. Par contre, on attend que la décision se prenne au plus près du terrain. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de très grandes études, il n'y a pas besoin d'être surdiplômé pour avoir des responsabilités. Ce qu'on veut, c'est de l'engagement, c'est du partage, c'est une éthique, c'est quelqu'un qui va s'investir. Et on a beaucoup de gens qui ont finalement grimpé les échelons, parfois en partant même de l'apprentissage, pour aujourd'hui être dirigeants. C'est surtout, encore une fois, l'engagement, la volonté, l'esprit d'équipe qui va primer chez nous, plutôt que d'aller chercher forcément les gens en fonction de leur diplôme. Voilà. C'est donc la croissance
personnelle interne à l'entreprise est très importante. On a une grande stabilité aussi du personnel. C'est une force, à notre sens. Voilà, mais on investit beaucoup sur l'apprentissage, on investit beaucoup sur la formation pour justement faire grandir les gens et leur donner leur chance au sein de l'entreprise. Alors, vous opérez dans un secteur qui est très dynamique, c'est les énergies renouvelables, et on est dans un sujet clé de transition énergétique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus ? Il y a le bois où vous êtes allé, qui était un peu précurseur. Quelques mots là-dessus, pourquoi ça devient un enjeu clé de société pour vous ? En fait, on est dans une période où les modèles économiques, énergétiques, etc. sont en train de changer, finalement, vers plus de renouvelables. Aujourd'hui, avoir finalement une croissance plus qualitative et moins quantitative. C'est tout à fait le cas au niveau industriel, c'est tout à fait le cas au niveau énergétique. Voilà, la planète, elle est finie, on sait ce qu'on a en disponibilité. Il faut essayer de faire plus circulaire, plus efficient, sans, et c'est important, nous on le dit, sans renier le confort et le bien-être. C'est important que les gens continuent, même s'ils consomment moins, à se sentir bien. Donc ça veut dire des produits plus qualitatifs, plus efficient, peut-être plus esthétique aussi. Donc c'est une dimension au sein de Pujula, c'est d'amener du design, de la personnalisation, donc rendre l'acteur plus, le consommateur plus acteur dans ses choix. Donc globalement au niveau de l'équipement, on s'attache vraiment à l'efficacité énergétique, c'est le premier point, ne pas consommer trop d'énergie. Effectivement une transition énergétique avec le bois énergie, mais d'autres énergies, il existe le biogaz, il existe l'électricité renouvelable, solaire, éolien, tout ça c'est un mix énergétique. N'oublions pas la chaleur, d'ailleurs quand on parle du renouvelable, on a souvent tendance à penser uniquement à l'électrictique, mais la chaleur compte aussi énormément, et le bois énergie est une solution qui vient en complément des autres énergies apporter une contribution au mix. Juste à titre d'exemple, dans le chauffage du logement, 25% c'est aujourd'hui le chauffage individuel au bois. Donc c'est peu connu, mais un quart de notre mix énergétique de chauffage est aujourd'hui issu de nos forêts. C'est une vraie force, c'est une vraie souveraineté. Voilà, donc on propose un mode... C'est vrai qu'on en parle moins. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous parlez de renouvelables, les gens imaginent tout de suite éolien solaire. Mais le renouvelable, de façon importante, c'est aussi la chaleur, issue du bois, issue des déchets, par exemple, issue de la géothermie. Il y a plein de solutions. C'est vraiment un mix énergétique complet. C'est aussi quelque chose qu'on s'est appliqué à nous-mêmes. Aujourd'hui, le groupe Pujula, c'est 60% d'énergie renouvelable consommée pour nos propres usines. Voilà, donc on fait ce qu'on dit aussi. C'est important de montrer la logique et la cohérence dans la démarche. Mais il est aujourd'hui possible de faire une transition énergétique dans le logement, dans la mobilité, dans les productions, si on y va pas à pas, encore une fois avec une trajectoire claire, des investissements réguliers et une adaptation progressive. Ok. Alors vous avez travaillé aussi en Allemagne. Sur l'industrie en France, comment vous voyez l'industrie de demain ? Parce que c'est un vrai enjeu. Par rapport aux services, on dit toujours que l'industrie en France, elle est challengée. C'est quoi les enjeux sur ce secteur, vous, de votre point de vue ? La France, elle a d'abord massivement désindustrialisé sur les 30 dernières années. Vous prenez l'Allemagne et la France en photo dans les années 80, nous avions autant de TI, autant d'industrie, on avait le même PIB. Finalement, nos économies étaient tout à fait alignées. La France a fait des choix, certainement pas toujours les bons. L'Allemagne a fait les siens, et aujourd'hui, quand on regarde l'Allemagne, elle a 3 fois plus de puissance industrielle que la France. C'est un constat, c'est assez dramatique. C'est ce qui explique aussi à la fois nos écarts en termes de PIB, de chômage, etc. Donc la France aujourd'hui, elle est sous-industrialisée. Alors on parle de réindustrialisation, elle en a fait un petit peu. On a rouvert quelques usines, mais on est bien loin de l'Allemagne qui a 20% de son PIB en industrie quand la France est à 10%. Et l'Allemagne a un PIB 50% supérieur à la France, d'où le rapport de 1 pour 3. Donc la France, elle a un besoin urgent de se réindustrialiser, à la fois pour sa souveraineté, à la fois pour son économie, à la fois pour ses territoires. Sa compétitivité aussi, pour remonter un peu dans les charts. Mais quand vous prenez la France, l'industrie, c'est les villes moyennes, c'est le monde rural, qui aujourd'hui est le plus sous pression. Quand on regarde notre économie, c'est pas les métropoles qui posent problème en France, c'est nos villes moyennes et rurales. Donc il y a un besoin urgent. Pour ça, il faut évidemment recréer certaines conditions de compétitivité, de long terme. Je dirais, la France a fait depuis quelques années des choix intéressants.
de début de réalignement compétitif. Elle a travaillé sur la transmission, qui est un sujet très important aussi. Elle travaille sur ses impôts de production, elle travaille sur son coût du travail. Mais on n'a fait qu'un petit bout du chemin, finalement, pour arriver à réaligner la France sur un écosystème qui lui permet une vraie réindustrialisation. D'accord. Et ça, c'est urgent parce qu'on ne peut pas dire que la France souffre d'un manque de services. Là-dessus, on est très bon. On a beaucoup de grandes entreprises, on a beaucoup de petites entreprises, on manque d'entreprises de taille intermédiaire qui sont finalement les champions de l'industrie dans les territoires. Bon, j'espère qu'on vous écoutera en haut lieu dans ce podcast, mais ça montre qu'aussi une preuve par l'exemple, comme on fait maintenant, est très importante pour aussi faire rayonner les régions et les territoires dont vous dites, où il y a des fleurons et on n'en entend peut-être pas assez parler. La preuve par l'exemple peut être importante, vous pensez ? Oui, et puis c'est surtout que la France, dans sa stratégie, identifie bien ces entreprises comme des champions cachés, mais c'est aussi la courroie d'entraînement. C'est-à-dire que les petites entreprises, on en a besoin, évidemment. Il n'y a pas, d'ailleurs, loin de moi l'idée d'aller opposer petite, moyenne ou grande, c'est pas le sujet. Mais les entreprises de taille intermédiaire sont des entreprises qui souvent innovent, exportent, produisent beaucoup en France, font vivre leur écosystème, peut-être plus que les grands groupes qui produisent plutôt proche de leurs clients, c'est souvent à l'international, et moins finalement en France. Voilà, peut-être aussi pour des raisons de compétitivité de l'écosystème français. Mais nos entreprises, enfin les ETI, sont évidemment un vrai potentiel de croissance. Encore une fois, on en a 3 fois moins que l'Allemagne. Ça explique aussi certains décalages entre les économies. Donc, faisons ce qu'il faut pour que ces entreprises puissent se développer et accélérer leur développement. Voilà, alors on arrive justement à la dernière partie du podcast. On va parler un peu des ETI, parce que vous êtes très engagé dans le mouvement du METI. Et pourquoi ces ETI, pour vous, sont une vraie, un peu force tranquille, un peu sous-estimée, et peut-être les priorités qu'il faudrait défendre auprès des pouvoirs publics pour vraiment les libérer et s'échapper de certaines pesanteurs. Comment vous voyez les enjeux clés sur ces entreprises ? Alors, toutes les mesures qui seront prises pour ces entreprises seront bonnes pour toutes les autres. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Il n'y a pas de mesures spécifiques autres. Ces entreprises, leurs caractéristiques, il y en a à peu près 7000 en France. On en a 50% de plus qu'il y a 15 ans. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, mais on pourrait aller beaucoup plus vite. Ces 7000 ETI, c'est plus de 25% de l'emploi salarié, plus d'un tiers de l'export et pratiquement la moitié de notre industrie. Donc, vous voyez, c'est un petit nombre d'entreprises, finalement. Mais qui est important en termes de... Il y en a 2000 qui sont industrielles. Donc, ça veut dire qu'il y a une concentration particulière dans ces entreprises. C'est des entreprises qui ont 75% de leur siège en province, 80% de leurs établissements hors d'Île-de-France, et qui sont pour plus de 2 tiers à capitaux privés, famille, manager. Donc, ces caractéristiques expliquent leur sensibilité à un certain nombre de sujets. Les 3 principaux sujets, c'est le long terme. On en a déjà parlé, on a besoin d'un écosystème de long terme. Ça veut dire que tout ce qui concerne la fiscalité du capital, aujourd'hui, est un point particulièrement sensible pour ces entreprises, qu'il s'agisse de l'ISF, qu'il s'agisse des droits de succession, des pactes Dutreil qui ont permis de freiner l'hémorragie qu'on a connue à une époque. Encore une fois, l'Allemagne et la France, en 82, avaient le même nombre d'ETI. Aujourd'hui, c'est 1 pour 3. Il n'y a pas 36 raisons. Les Français ne sont pas plus vendeurs d'entreprises, ne sont pas plus mauvais que leurs voisins. Au contraire, quand on les met dans des écosystèmes comparables, les Français font plutôt mieux que la moyenne. Vous avez de très belles ETI françaises qui, pourtant, ont des conditions de fonctionnement qui ne sont pas évidentes. Et elles sont championnes européennes, championnes mondiales. Donc on a cette capacité. Le long terme. Le deuxième, c'est la compétitivité. On a besoin aujourd'hui de réaligner l'écosystème compétitif français sur la moyenne européenne. Je ne parle même pas du monde, parce que l'Europe aujourd'hui est face à 2 gros blocs, Asie et États-Unis, qui déréglementent, qui baissent leurs impôts, qui subventionnent énormément leur industrie. Je parle les Chinois aujourd'hui, leurs industries sont extrêmement soutenues, et d'ailleurs elles déversent leurs produits en Europe. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui sous pression internationale. Si déjà la France était réalignée sur l'écosystème européen, ça irait beaucoup mieux. 2 sujets sur cet écosystème, c'est la fiscalité qui pèse sur le travail. Aujourd'hui, le coût du travail en France, on le sait, est trop élevé. Il a été réaligné sur les bas salaires, mais sur les salaires qualifiés, aujourd'hui, les charges qui pèsent sur le travail sont plus de 2 fois supérieures à la moyenne européenne. 45 points contre 23. C'est insurmontable. À un moment donné, et en plus, ça veut dire que ces gens-là sont moins bien payés que leurs alter ego étrangers, en coûtant plus cher.
si on veut attirer les talents, si on veut monter en gamme notre industrie, ce qui est indispensable puisqu'on ne fera pas de l'industrie du low-cost en France, on le sait vu nos caractéristiques, il faut qu'on puisse mieux rémunérer et avoir un coût du travail qualifié plus faible. Ça, c'est le premier écart considérable. Le deuxième écart, c'est les impôts de production. Aujourd'hui, et malgré tous les sujets, on parle beaucoup d'entreprises, des aides, etc., les aides en France compensent à peine un tiers ou un quart des surcoûts que nous supportons. Donc arrêtons de parler des aides et regardons plutôt le poids de la fiscalité sur notre valeur ajoutée. C'est 7 points d'écart par rapport à la moyenne européenne. C'est insurmontable. Si on veut que nos entreprises investissent mieux, il faut leur donner des marges de manœuvre. Donc le coût du travail, les impôts de production doivent être réalignés rapidement sur la moyenne européenne. Si nous le faisons, nous redonnons des marges de manœuvre à nos entreprises et nos ETI qui vont accélérer leurs investissements, leur innovation, leur internationalisation, avec un ROI très rapide. Les premières baisses de fiscalité qui ont été faites, et le Trésor le sait très bien, l'État également, ont été extrêmement positives. On a baissé les taux d'impôts de production. L'État, à l'année dernière, reçu plus d'impôts de production en valeur. Donc, on a baissé la fiscalité sur le capital, notamment en faisant la flat tax. L'année d'après, on a eu 2 fois plus de rendement. Donc, quand on réaligne, on a plus de rendement, c'est plus efficace. Donc, ces 2 points-là sont indispensables. On ne fera pas de réindustrialisation si on ne fait pas ce premier pas de réalignement compétitif. Okay. Donc, long terme, compétitivité et simplification, qui coûte à nos entreprises c'est monstrueux, hein, nous l'avons chiffré à 28 milliards d'euros par an pour les ETI. Si on simplifie, on gagne en agilité, on diminue les contrôles, on crée de la confiance, et ça, ce sera un facteur d'accélération important pour nos entreprises. Il y a d'autres sujets clés que vous voyez dans les 10 prochaines années. Ça peut être aussi sur l'innovation, la digitalisation, l'IA. Est-ce qu'il y a aussi des chantiers d'innovation qu'il ne faut pas louper par rapport à d'autres voisins ou d'autres continents ? Oui, mais là-dessus, je dirais, les entreprises, souvent, on dit les ETI ou les PME sont en retard. Quand on les interroge et quand on voit ce qui se passe, il se passe plein de choses. Après, c'est pas forcément affiché. Mais sur l'IA, les ETI s'en sont vraiment... je dirais, l'ont vraiment, quoi. Voilà, sont en train de regarder. La transformation environnementale, dans 3/4 des ETI aujourd'hui, il y a des plans qui sont actés avec des investissements. Finalement, ça ne demande qu'à accélérer. L'innovation, l'international, tous ces sujets-là sont par nature dans la stratégie de nos entreprises. C'est les moyens qui manquent parfois pour le faire. Quand vous avez aujourd'hui une complexité qui vous consomme finalement les moyens qu'il faut pour vous transformer. Je prends les exemples de la CS3D, CSRD. C'est des réglementations qui partent sur des bonnes idées. Simplement, elles étaient énormes et inaccessibles pour nos entreprises. Si vous passez l'effort qu'il faut pour faire de la paperasse en lieu et place de vous transformer, vous faites fausse route. Si vous n'avez pas les moyens pour vous transformer au niveau de la digitalisation parce que vous n'avez pas suffisamment de marge, vous ne faites pas votre transformation IA. C'est pas tellement le souhait de se transformer. Vous l'avez constaté. Vous l'avez dit, c'est les moyens et la liberté d'y arriver. Et le temps. Il nous faut de la souplesse, de l'agilité, etc. Tout ce qui va freiner, que ce soit fiscal, social, réglementation, etc., l'énergie que le chef d'entreprise et ses équipes peuvent déployer pour se transformer, tout ce qui va freiner doit être, à un moment donné, identifié et combattu. Parce que c'est de l'énergie perdue pour tout le monde. Pour les entreprises, pour la société, pour l'État, qui aura de moindres ressources fiscales forcément. Bref, faisons-nous confiance les uns les autres, laissons l'énergie se déployer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réglementer, mais faisons-le intelligemment et en prenant en compte notre écosystème. La concurrence asiatique et américaine, aujourd'hui, est beaucoup moins corsetée que nous ne sommes. Et ça leur permet d'aller plus vite. Voilà. Donc, essayons d'être pragmatiques dans l'approche et moins dogmatiques. Votre passion, au bout de 20 ans d'entreprise, qu'est-ce qui fait que vous vous levez le matin avec positivité ? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir, de l'énergie, justement, dans votre parcours ? C'est intéressant d'avoir votre point de vue, de votre drive, parce qu'il faut, comme vous l'avez dit, les chefs d'entreprise, il faut une sacrée motivation et une résilience. Et c'est ça qui tient les équipes. Il y a plusieurs sujets. D'abord, quand on regarde la France, elle a plein d'atouts. Je veux dire, on s'autocritique, il y a beaucoup de French bashing. Enfin, c'est quand même incroyable la manière dont beaucoup de gens dans notre société critiquent notre pays et finalement lui enlèvent son énergie.
Enfin, on est capable de très belles choses. On a une infrastructure de qualité, on a un pays qui est envié de beaucoup, on est bien placé géographiquement, on a quand même une bonne formation, il y a de la place. Il y a de la place en France. Je veux dire, vous allez en Hollande, vous allez dans d'autres pays, ils sont tous les uns sur les autres, ils n'ont plus de place pour se développer, ils ont le plein emploi, donc ils sont coincés. La France a beaucoup d'atouts, je dirais, pour se développer. Donc voilà, déjà, si la France n'avait pas d'atouts, on pourrait déjà être beaucoup plus pessimiste. Le deuxième point, quand je regarde l'entreprise, souvent les Français sont très pessimistes quand ils regardent le pays et très optimistes dans leur entreprise. Plus ils sont près d'eux, plus ils sont confiants. Bon, essayons d'être plutôt confiants sur notre écosystème en se disant qu'on va être capable de le transformer. Il faut se le dire, et ça marche. Deuxième point, par rapport à l'entreprise, moi, ce qui me motive, c'est les équipes, c'est les projets, c'est la capacité à faire. Et ça, l'industrie, pour ça, est très intéressante. On imagine, on dessine, on innove, on transforme. Parfois même, on installe, parfois même, on entretient. Enfin, on a développé plein de services autour de nos produits. On fait même du mobilier urbain, vous voyez. Si vous regardez Roland-Garros, les mobiliers qui sont sur les cours ont été faits dans notre entreprise. Donc, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les conduits et autres, mais c'est des savoir-faire industriels de certaines de nos usines qui se sont exprimés dans du mobilier urbain, dans du design. Voilà, c'est tout ça qui est motivant, c'est de se dire que finalement, avec ce qu'on sait faire sur les marchés, dans nos usines, etc., on est capable de faire des produits de très grande qualité, qui rayonnent dans le monde entier. Enfin, c'est quand même super. Voilà. Donc, c'est toute cette énergie qui s'exprime au niveau de l'entreprise, au travers des équipes, au travers de l'innovation, au travers du marketing, du développement des marques. C'est très riche. Voilà, c'est très varié. Et toute dernière question, c'est plus une question un peu intime, mais c'est en termes de transmission. Ça peut être un conseil qu'on vous a donné, qui vous a marqué, ou même un moment dur que vous avez réussi à surmonter. Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager là-dessus? Pour justement peut-être un jeune chef d'entreprise qui reprend une usine et qui se lance. Qu'est-ce que vous aimeriez partager là-dessus? Moi, ce qui m'avait touché avant de rentrer dans l'entreprise, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu y aller, c'est finalement qu'il y avait quelque chose, il y avait une âme, il y avait des savoir-faire, il y avait des engagements, il y avait quand j'écoutais les gens aussi, ils parlaient de leur entreprise avec passion, avec envie. Enfin, on sentait que c'était quelque chose d'important dans leur vie. Et finalement, c'est toujours le cas. C'est-à-dire quand je croise mes salariés, quand je discute avec eux, c'est leur deuxième maison. Ça a de la valeur, ça. Je veux dire, à un moment donné, c'est ce qui fait aussi que toute cette énergie se déploie, que toute cette valeur. Donc, quand on construire, je pense que c'est très important. Voilà, aujourd'hui, on entend beaucoup de gens qui veulent casser, qui veulent détruire, qui veulent déconstruire. C'est grave, quoi. À un moment donné, toute cette entreprise entrepreneuriale, c'est le fruit de 30 ans, 40 ans, 75 ans pour Poujoula cette année, en fait, nos 75 ans. C'est 75 ans de construction et d'accumulation, de développement, d'enrichissement collectif. Ça fait du sens. Et je pense qu'un chef d'entreprise, le sens, aujourd'hui, c'est très important. On l'entend un peu partout. Une entreprise, et particulièrement quand elle est industrielle, c'est plein de sens, quoi. C'est plein de valeurs, c'est plein d'histoires. Voilà, et je pense que c'est passionnant. C'est pour celui qui veut construire, qui veut avancer, avec beaucoup de relations humaines et territoriales, l'industrie, c'est plutôt un beau projet. Merci beaucoup Frédéric. Eh bien, on était ravis de vous accueillir pour cet épisode de Business Model, qui est un podcast inspirant où vous allez voir, on va se mettre dans les baskets de nos dirigeants et de celles et ceux qui développent l'économie à travers les ETI notamment. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre podcast Business Model, ce qui permettra de faire grandir l'auditorat et de insuffler du positif comme vous l'avez fait aujourd'hui à notre économie. Merci à vous. Merci. Ce témoignage vous a inspiré? Découvrez plus de portraits de dirigeants et d'éclairages d'experts sur le site d'Objectif ETI, propulsé par RSM.